Voici donc le questionnaire à choix multiples qui porte sur la logistique et le supply chain management. Vous allez, au travers de ces 20 questions, évaluer un petit peu vos connaissances dans le domaine. En fait, pour ce questionnaire-là, vous aurez à choisir une seule bonne réponse et donc entourer la bonne réponse, la A, la B, la C ou la D. Donc, je vous invite à préparer une feuille de papier et un stylo et puis de noter vos réponses. Vous avez la possibilité d'arrêter la vidéo pour réfléchir, disons, une trentaine de secondes sur la bonne réponse, de l'inscrire sur votre feuille de papier et puis d'aborder la question suivante. La première question est la suivante. En général, les coûts de transport et les coûts de stockage à eux deux représentent. Vous avez le choix entre 4 réponses, donc entre 5 et 15% des coûts logistiques des entreprises, entre 20 et 40% des coûts logistiques des entreprises, entre 50, 60 et 60% des coûts logistiques des entreprises, et enfin la réponse D, jusqu'à 80%. Deuxième question. En pourcentage de PIB, les coûts logistiques en Algérie sont estimés en moyenne à. Donc, vous avez 3 possibilités, plutôt 4 possibilités, 35%, 16%, 50% et 10%. Troisième question. Dans le référentiel international Supply Chain Masters, qui est constitué de 5 niveaux de maturité, le niveau de la supply chain digitale est, selon vous, A, l'ultime niveau de la maturité supply chain, c'est-à-dire le niveau 5, soit le plus élevé. La réponse B, un niveau intermédiaire situé entre le niveau 3 et le niveau 5. La réponse C, un niveau intermédiaire situé entre le niveau 2 et le niveau 4. Et enfin, la réponse D, le niveau est juste après la logistique fragmentée. Question numéro 4. En logistique, un taux de démarque concerne, vous avez le choix entre 4 réponses. A, les réductions accordées aux clients lors de la période des soldes. B, les articles vendus moins chers car ils ont été dégriffés, c'est-à-dire leur marque a été enlevée au préalable. Réponse C, le volume constaté de la casse, les vols et les pertes d'articles. Et enfin, la réponse D, les réductions accordées aux clients quand il y a des erreurs dans la livraison. Question numéro 5. En logistique, l'IoT, Internet of Things, Internet des objets. Donc, vous avez 4 possibilités. A, permettra le tracking mais aussi le tracing. B, permettra le tracing mais pas le tracking. C, permettra le tracking et le tracing. D, ni l'un ni l'autre. Question numéro 6. La supply chain de Ford, qui produit la Ford T à l'époque, est dite A, une supply chain réactive. B, une supply chain flexible, C, une supply chain manuelle, et enfin D, une supply chain efficiente. Question numéro 7. Dans l'industrie automobile, la standardisation des demi-produits a été spécifiquement, réponse A, développée pour trouver un compromis entre les objectifs contradictoires des ingénieurs de fabrication et ceux des commerciaux. Réponse B, développé pour répondre aux exigences des clients, et réponse C, développé pour contrebalancer le pouvoir de négociation des équipementiers, c'est-à-dire les fournisseurs. Question numéro 8. La différenciation retardée est une approche qui vise essentiellement, vous avez 4 possibilités. A, la réduction des coûts de stockage en retardant le plus possible les commandes de matières premières et des composants. Réponse B, la satisfaction des clients premium en les servant d'abord tout en retardant les commandes non urgentes. Réponse C, la réduction des coûts de fabrication des produits en travaillant avec un système basé uniquement sur l'approche push. Enfin, réponse D, le développement de la personnalisation du produit pour coller davantage aux besoins du client tout en réduisant les coûts. Question numéro 9. Le concept de supply chain vulgarisé par la révolution de Dell a permis, vous avez 3 possibilités. La A, de basculer d'une supply chain réactive vers une supply chain efficiente. Réponse B, de faire déplacer la frontière pull-push davantage vers l'aval de la supply chain. Réponse C,
de faire déplacer la frontière pull-push davantage vers l'amont de la supply chain. Question numéro 10. Les chaînes d'assemblage des voitures sont approvisionnées en équipement en flux synchrone. A. Régulièrement à raison d'une fois par mois. Réponse B. Jusqu'à 10 fois par mois. Réponse C. Jusqu'à 5 fois par semaine. Et enfin, réponse D. Jusqu'à 6 fois par jour. Question numéro 11. La semi-remorque type Totliner a l'avantage de A. Protéger la marchandise contre les vols et la mouille. Réponse B. Permettre un débâchage en 10 minutes contrairement à la Savoyarde. Réponse C. Transporter les marchandises à haute valeur avec un risque réduit. Et réponse D. Faciliter le transport des marchandises en vrac. Question numéro 12. Un transpalette électrique est A. Considéré comme gerbeur s'il possède une fonction de levage vertical. Réponse B. Considéré comme porteur s'il a une capacité au-delà de 3000 kg de charge. Réponse C. Considéré comme porteur lorsqu'on pourrait le placer en permanence à bord du véhicule. Réponse D. Pourvu de barres de sécurité pour une sécurité accrue du cariste. Question numéro 13. Le palettier dynamique permet A. De stocker les palettes selon le principe FIFO en se basant sur la force de gravité. Réponse B. De stocker les palettes soit en FIFO, soit en LIFO, mais en mettant en place un système de convoyeur. Réponse C. Permet un gain important d'espace de stockage dans l'entrepôt jusqu'à 50%. Réponse D. De stocker les produits verticalement comme sur un carrousel. Question numéro 14. Le ferroutage est un mode de transport qui A. Utilise uniquement le train pour le transport d'une marchandise. B. Utilise à la fois la route et le rail, mais à condition d'embarquer la semi-remorque et le tracteur sur le train. Réponse C. Utilise à la fois la route et le rail, même si l'on embarque uniquement la semi-remorque sans le tracteur. Question numéro 15. Une caisse mobile est une unité de transport intermodal comme un conteneur, mais A. Elle est seulement plus légère. B. Elle n'est pas gerbable mais tenable par le haut. C. Elle est ni gerbable ni tenable par le bas. D. Elle permet à un tracteur ou un camion de s'y attacher et de s'en détacher facilement. Existence d'étrier. Question numéro 16. En logistique, une zone pour le stockage de produits nécessitant une température contrôlée doit être pourvue d'une A. Prise de recharge. B. Prise reefer. C. Prise péter. D. Prise frigorifique. Question numéro 17. Le port d'El Hamdaniya, Cherchel, en Algérie, est A. Le futur corridor logistique de l'Algérie. B. Le futur gateway logistique de l'Algérie. C. Une plateforme logistique destinée spécialement à promouvoir les exportations hors hydrocarbures. Question numéro 18. La méthode AMDEC est A. Un outil de gestion des flux physiques. Réponse B. Un outil d'analyse des risques. Réponse C. Un outil de planification des livraisons. Réponse D. Un tableau de bord pour le pilotage des performances. Question numéro 19. Le 6 sigma traduit le niveau de qualité correspondant à proposition A, 99,97% de fiabilité. Réponse B, un seul défaut sur 1 million d'opportunités. Réponse C, 3 à 4 défauts sur 1 million d'opportunités. Réponse D, une centaine de défauts sur 1 million d'opportunités. Question 20. Oracle PeopleSoft et 4 possibilités. A. Le numéro 1 dans le domaine des ERP dit open source. Réponse B. Le numéro 1 dans le domaine des ERP dit propriétaire. Réponse C. Le numéro 2 dans le domaine des ERP dit open source après Odoo. Réponse D. Le numéro 2 dans le domaine des ERP dit propriétaire après SAP.
Vous êtes invité maintenant à regarder, à suivre un peu le corrigé de ce QCM sur une vidéo, sur la vidéo suivante. En réalité, il s'agit d'une vidéo qui a été déjà enregistrée lors de la présentation de ce même corrigé aux étudiants de l'école HEC Alger. Donc, vous allez pouvoir à travers ces réponses commenter, voir un petit peu vos performances et vos connaissances dans le domaine de la logistique et de supply chain management. Bon courage, merci. Bien, nous avons donc devant nous un questionnaire à choix multiples qui est, à mon sens, relativement accessible, qui concerne trois familles trois catégories, un peu les connaissances générales en matière de logistique et de supply chain, notamment les concepts et puis quelques notions. Et puis, une autre catégorie qui concerne davantage, comme je l'ai dit à un instant, un peu tout ce qui est technique, logistique, manutention, stockage, enfin, histoire de vérifier un peu le degré de connaissance des étudiants en la matière. Et puis, une dernière catégorie, un peu 3-4 questions qui concernent un peu les plateformes logistiques, les systèmes d'information, un peu quelques concepts sur le domaine de la qualité. Si l'on prend maintenant la première question qui était la suivante, en général, les coûts de transport et les coûts de stockage, à eux deux, représentent. Alors, nous avons le choix entre quatre propositions, entre 5 et 15% des coûts logistiques des entreprises, entre 20 et 40%, entre 50 et 60 et jusqu'à 80. En réalité, lorsqu'on aborde une telle question, en fait, ça dépend de l'entreprise, bien entendu. Une entreprise qui a, je dirais, des particularités n'a pas forcément 5 ou 15%, quoique c'est un peu éloigné. Généralement, les transports et le stockage constituent les coûts logistiques les plus élevés. Donc, par conséquent, eu égard un peu au travail d'étude qu'on a synthétisé sur un tableau, en gros ou en moyenne, c'est entre 50 et 60% des coûts logistiques. Donc, en fait, si on prend les coûts logistiques et qu'on analyse le coût de stockage et le coût de transport, on trouve que c'est supérieur à 50, en tout cas 60, 50 à 60. Ça, c'était la première question. La deuxième question, en pourcentage du PIB. Maintenant, on va mesurer les coûts logistiques par rapport à un pays. Donc, le PIB, c'est un indicateur qui concerne, bien entendu, la production intérieure brute d'un pays. Alors, en Algérie, ils sont estimés, non pas calculés véritablement. Donc, les études qui sont à notre disposition, et on en a parlé un petit peu dans notre cours, elles sont estimées à 35%, ce qui est élevé. Parce qu'en général, dans les pays, je dirais, qui ont une certaine maîtrise des coûts logistiques, c'est en général 16% comme moyenne mondiale. On peut en trouver moins, jusqu'à 9% dans certains pays assez développés et qui maîtrisent davantage les coûts logistiques. Donc, la bonne réponse ici, c'était la A, 35%. Troisième question, dans le référentiel international qui s'appelle Supply Chain Masters, qui constitue de 5 niveaux de maturité, le niveau de la supply chain digitale, il se situe où? Nous avons le choix entre 4 réponses. Il est le niveau le plus élevé, donc le niveau 5. C'est faux. Le niveau 5 constitue la supply chain collaborative. Il est situé au niveau intermédiaire entre le 2 et le 4. Ce n'est pas vrai non plus. Et puis, le niveau qui est juste après la logistique fragmentée, c'est faux également. Donc, ce qui reste, c'était le niveau intermédiaire entre le niveau 3 et le niveau 5. C'est à ce niveau, au niveau 4, donc, on a véritablement la supply chain digitale. Donc, vous avez eu le tableau, on l'a commenté dans le cours, donc c'était assez évident et direct comme question. Il n'y avait pas trop de nuances, disons les choses de cette manière. Alors, en logistique, un taux de démarque, il concerne quoi? Un taux de démarque en logistique, ce n'est pas véritablement les réductions accordées aux clients pendant les périodes de solde. Ce n'est pas non plus les articles vendus moins cher car ils ont été dégriffés. C'est des articles dégriffés. Et puis, ce n'est pas non plus la dernière proposition qui est réduction accordée aux clients quand il y a des erreurs de livraison. Et il nous reste, c'est le taux. Donc, le taux, c'est en fait le volume constaté en matière de casse pendant le stockage, de vol ou de perte d'articles
ce volume-là ramené au total de stock, on a un taux, donc on appelle ça le taux de démarque, qui coûte cher, en matière de coût de stockage. Alors, question numéro 5, en logistique, l'IoT, qui est Internet of Things, donc l'Internet des objets, qu'est-ce qu'elle permet? Alors, l'Internet des objets, elle permet, nous avons 4 propositions, permet le tracking et pas le tracing. Donc, vous savez ce que c'est, je ne vais pas revenir là-dessus. Permet le tracing, mais pas le tracking. Et puis, permet le tracking et le tracing, ou ni l'un ni l'autre. En réalité, l'IoT, il va permettre aussi bien le tracking que le tracing. Donc, c'est les deux à la fois. Et donc, nous avons là un potentiel très important quand l'Internet of Things va être mis en place. On va pouvoir traquer les marchandises et avoir une traçabilité très, très importante où les capteurs vont pouvoir connaître la température, le taux d'humidité, l'ouverture des portes de conteneurs, etc. Donc, on va pouvoir avoir, je dirais, une meilleure maîtrise sur les flux physiques. Question numéro 6. La supply chain de Ford, qui produisait la Ford T à l'époque, est dite, nous avons 4 propositions. Une supply chain réactive, une supply chain flexible, manuelle, une supply chain efficiente. En réalité, la supply chain flexible et manuelle, c'est un peu, je dirais, des termes qui n'ont rien à voir, même si on peut, dans une certaine mesure, parler d'une chaîne supply chain flexible, donc qui s'adapte plus ou moins. Mais en réalité, dans le cas de la production de la voiture de Ford T, il s'agit à l'évidence d'une supply chain efficiente et non pas réactive. Pourquoi elle n'est pas réactive? Parce que c'est une Ford T noire pour tout le monde, elle est standard. Et c'est pour ça que si elle est standardisée, donc les lots sont plus importants, donc le prix de revient d'une Ford T maîtrisée est moins cher. La réactivité en supply chain, c'est d'être à l'écoute du client en termes de délai, en termes de personnalisation, en termes de variété. Et ce n'est pas le cas pour la Ford T. Donc, il s'agit bien entendu de la réponse. La bonne réponse était la supply chain efficiente. Bien. Donc, j'ai validé de quelques collègues qui sont venus en retard. Bien, alors, dans l'industrie automobile, question 7, la standardisation des deux produits a été spécifiquement, je dis bien spécifiquement, donc le terme est important. Dans un questionnaire à choix multiples, généralement les réponses sont proches et il y a des petites nuances auxquelles l'étudiant doit faire très attention. Alors, l'industrie automobile, en tout cas la standardisation des produits, vous avez 4 propositions, ou 3 propositions plutôt. Elle a été développée pour trouver un compromis entre les objectifs contradictoires des ingénieurs de fabrication, et ceux des commerciaux. C'est la bonne réponse. La deuxième réponse, développée pour répondre aux exigences du client, ce n'est pas véritablement le cas, même si d'une manière indirecte, oui. Mais en tout cas, spécifiquement, ça veut dire que c'est la réponse qui est la plus probable, la plus forte. Alors, dernière proposition, développée pour contrebalancer le pouvoir de négociation des équipementiers, ça n'a rien à voir. Donc, si on revient aux 2 propositions, en réalité, cette standardisation des mots produits répond effectivement à un compromis entre les objectifs des ingénieurs de production, de fabrication, et ceux des commerciaux. Dans quelle mesure? D'une part, les ingénieurs de fabrication voudraient des lots plus importants, donc pour avoir des économies d'échelle. Mais en même temps, des lots plus importants, ça veut dire on réduit la variété, on standardise. Or, les commerciaux, les marketeurs, voudraient avoir une panoplie de gammes différenciées pour répondre davantage et coller davantage avec ce que veulent les clients. Donc, c'est un arbitrage que l'on fait entre ce que veulent les ingénieurs de fabrication, ce que veulent les commerciaux, et par conséquent, on a standardisé, non pas toute la production, mais des demi-produits, et on pourra, dans une certaine mesure, répondre aux exigences de l'un ou des uns et des exigences de l'autre. La bonne réponse était évidemment la A. La différenciation retardée est une approche qui vise essentiellement, c'est important, la réduction des coûts de stockage en retardant le plus possible les commandes de matières premières et des composants. Ça n'a rien à voir.
En fait, cette proposition, c'est beaucoup plus un flux tendu ou un flux synchrone où on ne fait pas de stock et on commande en fonction de l'assemblage ou les besoins de l'assemblage des ateliers. Donc, c'est deuxième proposition, la satisfaction des clients premium en les servant d'abord tout en retardant les commandes non urgentes. Ça n'a rien à voir non plus. Troisième proposition, la réduction de coûts de fabrication des produits en travaillant sur un système basé uniquement sur l'approche push. Ça n'a rien à voir, c'est n'importe quoi en quelque sorte. Et la dernière proposition qui est la plus juste, c'est le développement de la personnalisation du produit pour coller davantage aux besoins du client tout en réduisant les coûts. C'est ça l'objectif, ou en tout cas ce que vise la différenciation retardée. On gagne en termes de coûts, mais en même temps on répond aux besoins de personnalisation, parce que le client veut personnaliser son produit, etc. Donc, on retarde, si vous voulez, cette différenciation le plus possible. Une autre question, la 9, qui est en rapport avec la question précédente, le concept de supply chain vulgarisé par la révolution de Dell, qu'est-ce qu'elle a permis? Dell a, en tout cas, le concept de la supply chain par rapport à ce que Dell a développé comme business model, entre guillemets, qu'est-ce qu'elle a permis? Elle a permis de basculer d'une supply chain réactive à une supply chain efficiente. C'est plutôt l'inverse, hein, donc c'est faux. De déplacer la frontière pull-push davantage vers l'aval de la supply chain, quand la différenciation est proche de l'aval, donc on n'a pas retardé, au contraire. Par contre, faire déplacer la frontière pull-push davantage vers l'amont, et c'est vrai, la différenciation se fait maintenant au niveau de la sphère de production. L'ordinateur de Dell n'est pas fabriqué ou monté. On attend ce que le client définisse un peu la configuration, ce qu'il veut exactement en termes de carte graphique ou de composants spécifiques. Et on retarde cette opération, donc on va vers l'amont de la supply chain. Dixième question. La chaîne d'assemblage des voitures ou les chaînes d'assemblage des voitures sont approvisionnées en équipement en flux synchrone. Alors, les rythmes maintenant. Proposition A, régulièrement, à raison d'une fois par mois. C'est pas véritablement, je dirais, ça peut exister sur un produit spécifique, mais puisqu'on travaille en flux synchrone sur l'atelier, donc la voiture qui est en phase je dirais, d'assemblage aura un besoin beaucoup plus rapide que ça. On va pas mettre un mois pour mettre en place la voiture, donc c'est faux, à l'évidence. 10 fois par mois, c'est aussi une échelle assez élevée. Donc la solution à la bonne, c'est que c'est tellement en flux synchrone en fonction de la voiture et de son taux d'assemblage dans la chaîne. Une voiture, ça c'est monté en 80 heures maximum. Donc en réalité, les flux d'approvisionnement, ils peuvent arriver, et c'est ce qu'on a retenu dans notre cours, jusqu'à 6 fois par jour, dans le cas par exemple de câblage électronique qu'on monte sur les voitures. Vous voyez le rythme de livraison des produits par les équipementiers qui est assez important, jusqu'à 6 fois par jour, était la bonne réponse. Quelques autres questions qui vérifient un peu le niveau de connaissance dans le domaine un peu technique de tout ce qui est manutention, stockage et moyens de transport, y compris le transport intermodal, qui s'adapte, ou en tout cas s'adapte davantage aux exigences logistiques. Alors, vous avez la question 11 qui dit la semi-remorque type Totliner a l'avantage de. Vous avez 4 propositions. Elle protège les marchandises contre le vol et la mouille. C'est faux parce qu'un Totliner, c'est toujours une bâche, on peut la déchirer, donc ça ne protège pas véritablement contre le vol. Permettre un débâchage de 10 minutes, contrairement à l'ancêtre qui est la Savoyarde, oui. C'est assez rapide, c'est le même principe que la Savoyarde, seulement on peut débâcher et bâcher relativement rapidement cette semi-remorque. Donc, c'était la bonne réponse. Alors, troisième proposition, transporter les marchandises à valeur ajoutée, c'est faux. Faciliter les marchandises en vrac, ça n'a rien à voir. Deuxième question, un transpalette électrique est considéré comme gerbeur s'il possède une fonction de levage vertical. Tout à fait. Donc, un transpalette électrique, quand il permet de faire monter en vertical ou en hauteur les marchandises de la palette, on l'appelle le gerbeur. Tout le reste, c'était un peu des trucs parfois qui n'ont rien à voir.
Alors, le palettier dynamique, c'est une technique de stockage des palettes au sein d'un entrepôt muni d'un palettier. Eh ben, le palettier dynamique, ben, vous avez une proposition qui permet donc, la première, A, de stocker les palettes selon le principe FIFO en se basant sur la force de gravité. Oui, parce qu'en réalité, vous mettez les palettes, il y a une petite inclinaison dans le palettier, si vous voulez dire le rayonnage, et les palettes vont pouvoir, par force de gravité, glisser pour être. Donc, on charge d'un côté du palettier et on s'approvisionne, on prend les palettes de l'autre côté. Donc, en fait, on appelle ça le palettier dynamique et ça permet effectivement de gérer au principe FIFO. Celui qui rentre en premier sort par le premier. Alors, je ne vais pas commenter toutes les autres possibilités. Le ferroutage. Le ferroutage est un mode de transport qui, la bonne réponse, utilise à la fois la route et le rail, mais à condition d'embarquer la semi-remorque et le tracteur sur le train. C'est ça le ferroutage. Parce que si on ne met pas la semi-remorque et le tracteur en même temps avec la marchandise dans le train, ce n'est pas un ferroutage. On peut appeler ça transport ferroviaire, tout court. Mais le fait maintenant d'embarquer et la semi-remorque et le tracteur, on fait du ferroutage dans le sens où, pour une seule opération de transport, on a utilisé deux modes. On peut appeler ça transport combiné dans un sens, si l'on veut. Mais en même temps, ça permet de gérer le premier kilomètre et le dernier kilomètre. Donc, le camion va pouvoir prendre la marchandise et quand la marchandise arrive à destination, eh ben, à ce moment-là, le camion descend du train et continue le dernier kilomètre. Et on aura résolu ce problème de rupture de charge. Donc, la bonne solution ou la bonne réponse était plutôt la réponse B. Une caisse mobile est une unité de transport intermodal comme un conteneur, mais elle est plus légère. Ça n'a rien à voir. Elle peut avoir le même poids qu'un conteneur, sinon parfois plus. Elle n'est pas gerbable, mais tenable par le haut. Non, elle n'est pas tenable par le haut, même si elle n'est pas gerbable. Elle n'est ni gerbable ni tenable par le bas. C'est un peu l'inverse, parce qu'en réalité, elle est soutenue en bas par des crochets, etc. Mais la bonne réponse, elle permet surtout à un tracteur ou un camion de s'y attacher et de se détacher facilement, sans qu'il y ait un moyen de manipulation. Et là, il y a des étriers sur lesquels peuvent reposer la caisse mobile et le camion va faire une marche arrière, le tracteur précisément, pour accrocher la caisse mobile. Bon, c'est un peu son avantage. Alors, 16e question. En logistique, une zone de stockage de produits nécessitant une température contrôlée doit être pourvue de quoi? D'une borne de recharge. C'est pas un téléphone, hein, mais bon, il y a un terme spécifique qui est une prise reefer. On dit ça, on dit une prise reefer pour pouvoir stocker à température dirigée un conteneur ou caisse mobile ou tout autre lorsque la marchandise qui se trouve dedans doit être contrôlée par, enfin, d'un point de vue de température. Prise Peter, ça n'a rien à voir, c'est du n'importe quoi. Une prise frigorifique, non plus. Donc, c'est la prise reefer. C'est un terme qu'on utilise dans le domaine de la logistique, bien entendu. Une dernière catégorie, plateforme logistique, qualité, système d'information. Le port de l'Hamdaniya Cherchel et spécifiquement, en tout cas, les objectifs qui sont tracés les autorités algériennes. Est-ce que c'est un corridor logistique de l'Algérie? Un corridor, c'est un chemin entre un point et un autre. Donc, ce n'est pas un corridor, c'est un point. Donc, ça peut être à la limite une plateforme, mais un corridor, ça n'a rien à voir. C'est du n'importe quoi. Le futur gateway logistique d'Algérie, oui, c'est la bonne réponse. Alors, une plateforme logistique destinée spécialement pour pouvoir les exportations, un petit peu, oui, mais pas véritablement. C'est pas uniquement ça, c'est plus que ça. Donc, c'est un gateway logistique. Alors, la méthode AMDEC est un outil qui permet de faire quoi? Gestion de flux physique, planification de livraison, tableau de bord de pilotage. C'est pas tout à fait ça. L'AMDEC est un outil d'analyse des risques, spécifiquement. D'ailleurs, même
l'acronyme de mon AMDEC. C'est une méthode qui permet justement d'analyser les risques et les criticités à proprement parler. 19e question, le 6 sigma traduit le niveau de qualité qui correspond à quoi? 99,97% de fiabilité, c'est fou. C'est 99,99997. Donc c'est au niveau du million et non pas au niveau de 100 unités. Deuxième proposition, un seul défaut sur 1 million. Non, non plus. Et puis, dernier défaut, dernière proposition, une centaine de défauts sur 1 million. C'est moins que ça. C'était 3,4, donc 3 à 4 défauts sur 1 million d'opportunités. C'était la bonne réponse. C'est ça le niveau 6 sigma. Et enfin, dernière question, Oracle PeopleSoft est quoi au juste? La bonne réponse, c'était le numéro 2 dans le domaine des ERP dits propriétaires après le SAP. Tout le reste, c'était du faux. Voici un peu les bonnes réponses à l'ensemble du questionnaire que l'on a eu dans le cadre effectivement de la crise Covid, un examen assez léger qui ne prend pas en compte un peu des exercices, on n'a pas le temps de faire et on n'a pas les conditions nécessaires pour pouvoir travailler. Déjà, pour faire les bons exercices, il nous faut l'outil Excel, etc. Mais en tout cas, c'était une façon d'appréhender, de mesurer et d'évaluer un peu le niveau de connaissance des étudiants qui étaient absents pendant l'examen principal et qui ont eu à bénéficier d'un examen de remplacement.